Bonjour à tous. Je suis particulièrement content d'avoir été associé à cette formation. Je remercie pour cela les organisateurs et je vous remercie aussi tous pour votre mobilisation. Cela montre le souci que nous avons pour la recherche, la science et la qualité de travail. Je remercie également le présentateur, le formateur qui a animé le premier module, Assista Julien, qui l'a très bien fait et qui a tracé, qui a balisé le chemin pour nos échanges aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un aspect particulier, celui de la recherche. Recherche scientifique à l'ère de l'intelligence artificielle. Alors, on avait déjà fait de présentation. Je suis Rodrigue Kalumendo, enseignant au département des sciences informatiques de l'Université adventiste de Lukanga. Et bien entendu, je suis aussi enseignant visiteur dans certaines institutions de la ville et de la région. Alors, l'intelligence artificielle est arrivée avec des avancées. Notre manière de faire change. Nous devons nous adapter. Et un domaine parmi les plus concernés par l'intelligence artificielle, c'est la recherche. Et je suis content parce que j'ai en face de moi un auditoire des chercheurs. Nous avons le devoir de produire des connaissances pour résoudre des problèmes, pour répondre aux questions. Et pour ça, nous avons besoin d'efficacité. Parmi les activités que je dirais un peu compliquées, les activités complexes, il y a la recherche. Alors, un outil qui peut nous accompagner dans la recherche est d'une grande utilité. Vous conviendrez avec moi que quand on nous demande, par exemple, de produire des articles scientifiques, nous avons parfois certaines difficultés, certaines limites. Mon expérience en tant qu'enseignant de recherche, mes étudiants me demandent, mais vous nous parlez des articles, où sont vos articles? Et s'il n'y en a pas, voyez un peu ce que ça signifie. Quand nous devons diriger des travaux, quand nous devons rédiger des thèses, des mémoires, nous sommes en train de mener des recherches et nous avons besoin de ces outils qui peuvent nous accompagner. Et aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Il se pose certaines questions. Est-ce que c'est éthique? Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus se passer de l'intelligence artificielle. On ne peut plus. Le débat n'est plus à ce niveau-là. Est-ce qu'il faut utiliser l'intelligence artificielle ou pas? Le débat, nous avons dépassé cette étape-là. Aujourd'hui, le débat, c'est comment utiliser l'intelligence artificielle, comment profiter de l'intelligence artificielle. Et voilà pourquoi nous allons échanger autour de ça. Alors pourquoi ce module ici? Pourquoi le module ici? Quand les organisateurs ont placé ces modules, c'est pour un certain nombre d'éléments. D'abord, l'explosion des outils IA. Pratiquement, ces outils inondent notre quotidien. Moi, personnellement, je ne me vois pas passer 2 heures sans consulter des outils d'intelligence artificielle. En tout cas, 2 heures, c'est beaucoup pour moi. Parce que ces outils inondent notre quotidien aujourd'hui. Et dans le monde académique, n'en parlons pas. Des revues
prestigieuses au monde utilisent l'intelligence artificielle pour, par exemple, peaufiner des textes. Parce que partout, dans un processus de recherche crédible aujourd'hui, on ne peut qu'utiliser des outils d'intelligence artificielle. Le présentateur hier a parlé, par exemple, de Grammarly. Aujourd'hui, on ne peut pas écrire un article, une thèse sans Grammarly, un outil d'intelligence artificielle. Une pression accrue sur la productivité académique. Nous sommes sous pression en tant que chercheurs. Nous devons produire. À un moment donné, on accuse les chercheurs congolais d'être en retard en termes de production scientifique. Cet avant-midi, je faisais un tour sur ResearchGate, une plateforme de chercheurs. Je pense que certains ici sont inscrits, ceux qui ne sont pas encore inscrits, inscrivez-vous. C'est les réseaux sociaux des chercheurs, le Facebook des chercheurs. Alors, je voyais le profil de certains chercheurs. Vous trouvez quelqu'un qui a déjà publié plus de 150, 200, 300 articles, qui a plus de 6000 citations. Quand je comparais avec mon profil, je me suis dit que nous avons encore un grand travail à faire. Nous sommes donc sous une pression de productivité. Besoin de rigueur. Nous devons produire des contenus de qualité. Ces outils arrivent, il y a aussi la nécessité de nous former à un usage éclairé et responsable. Voilà donc les éléments qui ont fait que nous puissions ajouter ces modules parmi les autres modules que nous avons dans notre formation. Et le dernier point d'ailleurs, le prochain présentateur y reviendra de manière approfondie. Former à l'usage éclairé et responsable. Alors, quels sont les objectifs du module? Nous voulons que les participants puissent comprendre l'impact de l'intelligence artificielle sur le processus de recherche. Quel est l'impact de l'IA sur le processus de recherche? Nous allons identifier des outils IA aussi que nous pouvons utiliser pendant le processus de recherche. Et nous allons utiliser ces outils pour améliorer notre productivité. Et à la fin, nous voulons que tous les participants soient à mesure d'adopter une posture critique et responsable face à l'intelligence artificielle. Le public cible, sont des étudiants, des chercheurs, des enseignants, des encadreurs de mémoire, des encadreurs de thèse. Tous ces mondes-là sont ciblés par cette présentation. La méthodologie que nous allons adopter, elle sera interactive. Je vais exposer pendant quelques minutes et après, nous serons sur nos ordinateurs, nos téléphones, en train d'essayer d'utiliser certains outils IA. Avec l'intelligence artificielle, nous sommes vers ce qu'on appelle la recherche augmentée. Donc, c'est notre recherche que nous avons toujours menée, mais augmentée aujourd'hui par beaucoup d'outils qui nous permettent une productivité et une efficacité. Et aujourd'hui, il est anormal de ne pas aller dans la logique de la recherche augmentée. Avant l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui s'est passé? La recherche manuelle, beaucoup d'efforts et le chrono très long, beaucoup de temps pour produire un document, beaucoup de temps de production. L'analyse limitée par des capacités humaines. On est limité par nos capacités. Donc on ne pouvait pas aller au-delà des capacités humaines. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle nous permet d'accéder très rapidement aux informations. Vous l'avez vu hier, n'est-ce pas? Vous tapez, vous faites un prompt correct et vous avez accès à des informations. À un moment donné, quand il fallait produire un article, il faut circuler dans des bibliothèques. Même après Internet arrive, au-delà des bibliothèques, nous avons Internet, c'est vrai, mais pour chercher des articles qui se rapportent à notre thème, ce n'était pas aussi facile que ça. Parmi les stratégies, effectivement, quand on venait de tomber sur un seul article,
Alors, on pouvait prendre cette bibliographie-là et commencer à chercher article après article. C'est ça la stratégie qu'on utilisait. Je vais tomber sur un bel article dans mon domaine, je prends la bibliographie qui peut m'amener vers d'autres articles. Aujourd'hui, on peut demander à l'IA de nous donner des références, des liens vers des articles récents. Et en une seconde, il nous aura synthétisé une centaine d'articles. Et nous pouvons maintenant aller vers ces articles-là. Donc, accès rapide à l'information. Analyse automatisée des grands volumes de données. Dans la recherche, une des parties les plus difficiles, c'est l'analyse des données. L'analyse des données. Parce qu'il faut des compétences en statistique, des compétences en informatique pour analyser des grandes quantités de données. Mais aujourd'hui, avec des outils IA, ces analyses deviennent un peu plus aisées. Quand vous avez préparé correctement vos données, vous pouvez soumettre à certains outils qui vont vous aider à produire des insights très rapidement. Assistance intelligente à la rédaction. La plupart du temps, de mon expérience en tant que directeur des travaux, quand un étudiant m'apporte un travail avec beaucoup d'erreurs, plutôt que de me concentrer sur les fonds, je passe beaucoup de temps en train de vouloir peaufiner les textes. Et au finish, nous ne travaillons pas le contenu. Mais si ces aspects-là peuvent déjà être gérés par des outils intelligents, parce que nous allons nous concentrer sur le fond du travail et nous serons plus efficaces plutôt que de passer du temps. Comme l'assistant Gidier disait hier, on barre, on ravoie d'étudier, faute d'orthographe, tout ça. Et nous passons 1 mois, 2 mois en train de discuter de faute d'orthographe, alors qu'il y a des outils comme Grammarly. On peut soumettre un texte à Grammarly, il va déjà vous montrer des éléments corrigés. Un obstacle chez nous, la littérature française. Il n'y a pas beaucoup de littérature en français aujourd'hui. Même certains chercheurs ici préfèrent par exemple publier en anglais qu'en français. Parce que nous avons trop peu de littérature. Mais avec un outil IA, vous pouvez prendre un article en anglais, en 1 seconde, vous avez traduit et vous commencez à exploiter calmement. La reformulation de paragraphes. J'ai déjà mon paragraphe, je demande à l'IA de les reformuler de manière académique. Donc l'IA apporte beaucoup à la recherche aujourd'hui. Et nous avons devant nous ce que nous appelons la recherche augmentée. Augmentée parce que l'intelligence artificielle est venue apporter beaucoup d'éléments qui nous permettent de mener nos recherches de manière plus efficace, sans beaucoup de difficultés. Cela exige du chercheur de nouvelles compétences, une pensée critique renforcée. Parce que ce que l'IA génère n'est pas forcément vrai. La pensée critique du chercheur doit être renforcée. Si vous avez été curieux hier, chez ChatGPT, il y a une petite phrase. L'intelligence artificielle peut se tromper. C'est ça ce qu'on écrit. Quand vous allez revisiter ChatGPT, vérifiez cela. L'intelligence artificielle peut se tromper. On mise sur quoi? Sur la pensée critique du chercheur. C'est lui qui doit savoir distinguer le vrai du faux de contenu généré par l'intelligence artificielle. Une autre compétence nécessaire aujourd'hui, c'est cette capacité-là de générer des prompts. Quand nous avons des prompts corrects, les résultats seront aussi corrects. C'est ça ce qu'on nous a dit hier. Si ma question est mal formulée, alors les réponses à cette question-là ne seront pas correctes. D'ailleurs, les responsables des IA, ils nous demandent de ne pas commencer à s'allier ChatGPT. Bonjour ChatGPT, vous perdez des ressources inutilement. Venez poser votre question et il va vous répondre.
Parce qu'en fait, chaque requête consomme de ressources. Bonjour ChatGPT, aujourd'hui j'ai des choses à vous demander. Non, venez, introduisez votre prompt, il va déjà répondre. Une vérification systématique des résultats. Mon chercheur aujourd'hui doit avoir cette capacité-là de vérifier des résultats que je vais d'obtenir. Parce qu'en fait, quand on parle de la recherche scientifique avec l'intelligence artificielle, il y a des concepts qui arrivent comme les hallucinations. Les IA hallucinent. Ils peuvent vous générer des références, articles publiés par chef des travaux Wanzuite 2025, alors que cet article-là n'existe pas. Et si vous ne vérifiez pas, vous allez citer 2025, Emmanuel Wanzuite. Alors, il faut cette vérification systématique de résultats. La responsabilité éthique et scientifique. La responsabilité éthique. Parce qu'aujourd'hui, c'est possible que je me mette dans ma chambre et je rédige un article avec l'IA. Je simule même l'analyse des données. Il dit, fais comme si tu as collecté des données auprès de 300 personnes. Analyse ces données-là, produis-moi une régression logistique. Il te produit. Donne des résultats comme SPSS les donnerait. Il vous donne des tableaux. Mais où est la responsabilité éthique? Parce que ça, c'est un élément très important dans la recherche. Avant l'IA, on insistait sur cette responsabilité éthique du chercheur. Parce que la fabrication des données ne date pas d'aujourd'hui. C'est avant l'intelligence artificielle. La falsification de données. Et aujourd'hui, cela devient de plus en plus fréquent avec l'intelligence artificielle. Mais il nous faut un comportement responsable. Un comportement responsable en tant que chercheur. Je crois que le troisième intervenant reviendra là-dessus de manière approfondie. Et quand vous lisez les chartes, on va peut-être partager certaines chartes des universités européennes, des revues scientifiques réputées. On insiste sur le fait que c'est les chercheurs qui restent l'unique garant du savoir produit. L'unique garant du savoir, c'est les chercheurs. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous voulez publier un article dans des revues réputées, on vous exige une déclaration. Durant le processus de rédaction de cette recherche, nous avons utilisé l'intelligence artificielle. Vous citez l'outil pour corriger la grammaire, pour vous citer ces outils. Peut-être nous allons prendre une déclaration dans un article en ligne et on verra comment ça se passe. Et donc ici, les chercheurs restent l'unique garant du savoir. C'est pourquoi d'ailleurs la plupart des revues découragent que l'IA soit co-auteur. Au départ, il y a des articles où déjà commencé à prendre ChatGPT comme co-auteur. Auteur 1, vous mettez votre nom, deuxième auteur, ChatGPT. Mais avec un recul, on a dit non. Parce que ces outils ne sont pas responsables. En fait, si je publie un contenu à santé, j'ai dit nous avons développé un nouveau traitement et qu'il y a des problèmes, nous sommes responsables. Mais l'IA, on va faire comment? Une petite anecdote, aux États-Unis, il y a un procès contre ChatGPT maintenant. Un adolescent qui s'est suicidé conseillé par ChatGPT. Alors, il avait déjà fait aussi les dangers avec des outils comme ça, parce qu'on commence à s'écarter des autres. Et l'adolescent, qu'est-ce qu'il faisait? Tout le temps, ChatGPT. Alors, je viens de finir ma journée. Maman ne m'a pas donné l'argent que j'ai demandé. Qu'est-ce que j'ai fait? On n'a pas acheté l'habit de Noël et tout ça. Je pense que je vais me suicider. Et il s'est suicidé, effectivement. Et quand on a consulté l'historique de ces discussions, on a remarqué qu'il était conseillé par l'IA. Mais qui est-ce qu'on va attaquer?
en justice. Et aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent l'IA de cette manière-là. Il y a 2 ou 3 semaines, j'étais en train d'échanger avec mes étudiants autour de cela. Ils me disent, mais c'est ça notre ami. Nous n'avons presque plus d'amis, c'est seulement ChatGPT le soir. Comme ces outils parlent aussi. Il y a un petit micro là-bas, vous pouvez parler, il vous répond quand vous ne voulez pas écrire. ChatGPT, je suis fatigué, qu'est-ce que vous me dites? Il vous dit, faites ceci. Et parfois, comme ces outils peuvent se tromper, ils se trompent. Alors, en recherche, les chercheurs restent l'unique garant du savoir produit. Alors, de manière générale, parce qu'ici, nous voulons voir quels sont les outils qu'on utilise dans le processus de recherche. Et de manière générale, le processus de recherche peut se résumer à ces étapes ici, qu'on peut élargir selon les besoins, selon l'institution. Mais nous avons un sujet, une problématique, une revue de littérature, méthodologie, hypothèse, collecte des données, rédaction, publication et évaluation. On peut remplacer publication par soutenance, si c'est un travail qui doit être défendu. Si c'est un article, alors un article de revue, publication. Si c'est un article de conférence, on part présenter à une conférence. C'est ça, de manière globale, un processus de recherche, n'est-ce pas? Quand nous dirigeons des travaux ou quand nous rédigeons des travaux, parce que nous sommes en face d'un auditoire mixte, quand nous rédigeons, quand nous dirigeons des travaux, voilà les étapes. De manière générale, on a un sujet qu'on choisit, une problématique, une revue de littérature pour voir qu'est-ce qui a été fait, quelles sont les méthodologies utilisées, où sont les contradictions, quelle est cette lacune de recherche. Parce qu'on doit identifier la lacune des recherches. La méthodologie, la démarche, comment nous allons procéder pour réaliser notre travail, les hypothèses ou les formules. On collecte des données, on les analyse et on passe à la rédaction. Et on va publier évaluation. Et à chaque étape, l'intelligence artificielle peut intervenir. À chaque étape du processus. C'est ça la bonne nouvelle. Il n'y a pas une étape où l'IA ne peut pas intervenir. Je suis en train de... J'ai des idées. Je veux qu'on me formule un thème. Et voici mes idées. Est-ce que vous pouvez me formuler un thème? On va vous proposer des thèmes. Vous avez choisi un thème. Proposez-moi une littérature, on vous propose une littérature. Donnez-moi des références, on vous donne. Les méthodologies, quelles sont les méthodologies que je peux utiliser pour ma recherche? On vous donne. Quels sont les outils que je peux utiliser pour collecter les données et pour analyser? Donnez-moi un plat de collecte, on vous donne. Dans la rédaction, on vous assiste. Dans le choix de la revue où vous allez publier, où est-ce que je peux publier mon contenu ici? L'intelligence artificielle vous suggère cela. Je reçois régulièrement des appels de certains collègues. J'ai un article fini, mais je ne sais pas trouver une revue. On peut trouver comme ça. Des revues de qualité, des revues peut-être même gratuites aussi, mais trop exigeantes. Parce que, comme quand nous sommes dans une messe comme celle-ci, il faut qu'on dise aussi certaines choses. Parce que nous sommes en train d'être anarqués. Je suis en train de voir beaucoup de gens qui publient des articles dans des revues qui publient en anglais, un contenu en français, même avec des fautes, où vous envoyez aujourd'hui, le lendemain, on a déjà répondu, on a déjà validé votre article, et vous commencez à poster sur des réseaux sociaux, dans des groupes des enseignants, dans des groupes d'étudiants, je vais publier un article. Ceux qui connaissent ce processus-là, ils disent, mais celui-ci, il a perdu le savoir parce qu'il a mal orienté. Donc, quand nous voulons publier, choisissons aussi des revues qui vont faire à ce que notre recherche nous représente. Parce qu'en fait, quand vous avez publié dans une bonne revue, cela peut vous ouvrir des collaborations scientifiques, des grants de recherche et beaucoup d'avantages. Alors, aujourd'hui, en tout cas, beaucoup de revues, surtout indiennes,
Vous soumettez aujourd'hui, le lendemain, on vous a donné une notification que votre article est accepté. Et après 2 jours, on publie l'article en ligne et vous êtes très content. Dites, je suis à 8 articles, 10 articles, mais quelle qualité. Nous devons insister sur tous ces éléments. Et même dans le choix d'une revue, on peut utiliser des outils IA qui vont nous recommander des revues, de belles revues où nous pouvons publier. Alors, quelques outils. De manière générale, ChatGPT, Gemini, ça c'est l'outil de Google. ChatGPT, Gemini, Copilot chez Microsoft, un outil gratuit, entièrement gratuit. De l'autre côté, il y a Semantic Scholar, Elicit, Scopus, PDF, Ask PDF. Il y a beaucoup d'outils en fait. Il y a beaucoup d'outils. Et nous allons exploiter certains de ces outils qui sont à la disposition des chercheurs. Les premiers, ce sont des IA conversationnels. On peut discuter dans le brainstorming, Ici, c'est plus vers la recherche, l'analyse, la recherche d'informations. Alors, tous ces outils sont à notre disposition et beaucoup d'autres. L'intelligence artificielle peut nous permettre de clarifier certains concepts. La reformulation de problématiques. L'intelligence artificielle peut vous permettre de reformuler votre problématique pour l'adapter à un contexte scientifique et académique. Et quels sont les outils? ChatGPT, Claude, Elicit, Perplexity AI, Google Scholar, Semantic Scholar. Voilà, des outils à notre disposition. Je suis en train de vouloir qu'on y aille un peu rapidement pour qu'on exploite, pour qu'on ait l'état d'exploiter certains des outils. Et ici, le contexte local est déterminant. Il faudra considérer cet aspect-là. Le contexte local est très déterminant. Dans le choix des sujets, on doit toujours garder à tête le contexte local. Parce qu'il peut vous proposer des histoires, il vous amène ailleurs. Vous connaissez le contexte local, revenez dans le contexte local. Et à formuler aussi les prompts, on doit déjà demander à l'IA de nous ramener dans notre contexte local. Et si il n'y arrive pas, parce qu'il peut ne pas connaître notre contexte local, ce sont des modèles qui apprennent en fait. Ils peuvent, lorsque vous l'interrogez, il n'a pas encore appris suffisamment sur votre contexte local. Et il ne va pas trouver des informations pertinentes. C'est là qu'on insiste sur la responsabilité des chercheurs. Alors ici, c'est dans le choix du sujet. La revue de littérature. La recherche rapide d'articles. Je peux retrouver rapidement les articles. Très rapidement. Je pouvais trouver un article pour chercher sa bibliographie, mais je vais trouver des éléments qui datent de très longtemps. Mais ici, l'IA peut me donner des références très récentes. Vous voyez, pour certaines publications à un niveau très sérieux, on exige par exemple que les 80% des références datent des 2 dernières années. Ici, vous dites, il vous produit des éléments pour les périodes les plus récentes. Des résumés automatiques. Il y a des outils comme Ask PDF. Vous soumettez un PDF à un outil IA, vous lui demandez de vous donner les résumés de ce PDF-là. Il vous donne. Et vous commencez à poser des questions à cet outil-là, IA. Ask PDF. Alors, des outils ici, Elicit, Research, Rabbit, Connected Papers, Zotero assisté par intelligence artificielle, Zotero que nous utilisons toujours dans les références, n'est-ce pas? Quand nous voulons produire des références automatisées, il ne faut plus écrire des références de manière manuelle, n'est-ce pas? Nous utilisons Zotero, nous utilisons Mendeley. Et aujourd'hui, presque tous ces outils ont intégré l'intelligence artificielle.
La remarque, attention, toujours lire et citer les sources originales. Quand l'IA m'a proposé des articles, je dois alors aller exploiter ces articles. Je ne dois pas dire, j'ai déjà tout avec l'IA, moi je ne peux plus lire. Non, il vous a donné, allez maintenant en tant que chercheur lire. Parce qu'en fait, lui, il peut vous proposer des éléments à lire. Il dit, cet article peut être intéressant pour votre recherche. Et alors, vous devez, en tant que chercheur, lire. Méthodologie. L'intelligence artificielle nous apporte quoi? Aide au choix méthodologique. L'IA va nous aider à choisir une méthodologie adaptée à notre recherche. Je ma recherche, je ne sais pas s'il faut que je prenne quelle méthodologie. Nous allons aller vers une analyse quantitative ou une analyse qualitative. Sur quelle période collecter des données? Allons-nous faire une analyse de régression ou bien une corrélation? Dans la plupart des recherches de nos étudiants, on utilise les qui carrés, même là où il n'est pas approprié. C'est apparemment l'élément qui a intéressé beaucoup de gens. Donc, qui carré. Mais un outil comme ça peut vous dire, non, ici, en fonction de vos données, qui carré n'est pas approprié. Et même dans la préparation du questionnaire, parce qu'aussi beaucoup de chercheurs ont cette difficulté. Vous produisez un questionnaire, vous ne savez pas quelles sont les analyses que vous allez faire, et à la fin, vous commencez à vouloir bricoler des analyses. J'ai un collègue qui a été arrêté pour sa thèse pendant plus de... Il a été obligé de refaire les terrains. Il a déjà collecté des données, pendant presque une année en train de collecter, mais à la fin, on se rend compte que ces données, aucune analyse n'est possible avec ces données-là, à part du bricolage. Et il a été obligé de refaire les terrains. Or, dans la recherche, les terrains, il prend du temps. Il a été obligé. Mais aujourd'hui, en amont, en avance, vous pouvez déjà avoir un questionnaire où vous propose déjà une méthodologie. Voici ce qui est adapté pour ce questionnaire. Pour des indicateurs, voici les mesures. Ces éléments-là, on peut déjà les faire avec des outils IA. Les hypothèses. Il semblerait que c'est ça la formule que nous avons. C'est presque celle qui est standard, mais ce n'est pas la seule. Nous pouvons reformuler des hypothèses, de très bonnes hypothèses avec l'intelligence artificielle. Les outils, ChatGPT, Claude, Scite, Consensus, Google Form, ici ça c'est dans l'aspect collecte des données. L'IA peut nous aider à préparer notre méthodologie. Mais ce n'est pas l'IA qui va décider de la méthode. Il nous aide juste à soutenir notre méthode. Parce qu'en fait, quand il vient de vous proposer, vous dites alors, voici la méthodologie que je choisis. Donc ce n'est pas l'IA. On insiste sur la responsabilité du chercheur. Et là, parmi les concepts qui vont revenir dans cette présentation, celui qui va revenir le plus, c'est la responsabilité. Parce qu'en fait, c'est le chercheur qui est responsable de sa recherche. Ce n'est pas l'intelligence artificielle. On a dit que l'intelligence artificielle vient augmenter les capacités du chercheur, pas substituer cela. La collecte et l'analyse des données, l'intelligence artificielle peut nous permettre d'analyser des grandes quantités de données. Aujourd'hui, en informatique, on parle du big data, l'analyse des données massives avec 5V, et beaucoup d'autres chercheurs parlent de 3V. Le volume, de grandes quantités de données, la vélocité des données qui sont créées très rapidement, variété de données qui sont de nature variée, des données chiffrées, des données non structurées. Toutes ces données-là demandent des grandes capacités d'analyse. Et ici, nous avons l'intelligence artificielle qui peut aider
à cela. Parce qu'au-delà des 3 V, volume, grande quantité, vélocité ou vitesse, créée très rapidement dans les secteurs bancaires, par exemple, un rapport que j'ai lu à 2023 disait que les données augmentent à 700% à la seconde. Chaque nouvelle seconde, des données que nous avons dans le secteur bancaire augmentent à 700%, ce qui nous demande une très grande capacité d'analyse. Il faut donner de la valeur à nos données. C'est le 4e V du Big Data. Et le 5e V du Big Data, c'est la véracité. Il faut qu'on garde cette sincérité dans nos données. On ne doit pas fabriquer avec l'IA des données. Et comme l'IA peut m'aider déjà, faites l'enquête pour moi. Je ne sais pas faire l'enquête. Il vous propose, il fait ça. On va peut-être même essayer ici. Mais ce n'est pas pour qu'on puisse commencer à aller créer de quoi de données. Il fait. Et voici les variables. L'enquête, près de 300 personnes. Quand il vous donne des histoires plus parfaites, vous dites non, essayez quand même de rentrer cela. Il peut faire ça. Mais ce n'est pas approprié, la responsabilité. Les outils ici, Python, un langage de programmation que les informaticiens utilisent pour beaucoup de choses, mais surtout pour l'analyse des données. R, un outil incontournable pour la statistique. SPSS, de nouvelles versions intègrent déjà l'intelligence artificielle. Nous, dans notre contexte aussi, nous souffrons parce que nous utilisons des histoires. J'utilise encore SPSS 21. Nous sommes à 2025 et bientôt 2026. Moi, j'ai SPSS 21. Vous voyez, comme hier, quand on nous a montré l'IA de ChatGPT, il y en a qui n'en avaient pas. Pourquoi? Parce que nous utilisons des vieilles histoires. Nous ne mettons pas à jour. Mais cette fois-ci, la mise à jour sur WhatsApp, c'est gratuit. Et ce n'est pas seulement pour avoir de nouvelles fonctionnalités, mais c'est aussi pour même des corrections de sécurité. Il faut quand même qu'on revienne sur des choses comme ça. Il y a des gens qui veulent, s'il n'a pas encore bloqué, moi je vais continuer à l'utiliser. Non, quand on met à jour beaucoup d'aspects, dont des aspects sécurité. Vous voyez, nous avons un fléau, même si ça ne concerne pas l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, presque chaque jour, on écrit le numéro du collègue Judy a été piraté. Et le numéro de Stéphane piraté. Un général, un député national. Peut-être parce qu'on n'a pas seulement mis en jour, mais aussi parce qu'on n'a pas activé la double authentification. Il faut l'activer. Mettez un 2e mot de passe à WhatsApp. En tout cas, ça ne concerne pas ceci, mais je profite de le dire. Le grand frère Akilimad qui m'a aidé rapidement à récupérer mon numéro. Mais pendant qu'on était dans le processus de récupération du numéro, les pirates n'ont pas pu accéder à mon compte parce qu'il était protégé sur 2 niveaux. Un petit code, et c'est gratuit de mettre ces petits codes-là. Mettons pour nous protéger. Notre responsabilité va avec tous ces éléments. Alors, peut-être que les organisateurs, à un moment donné, on aura une conférence sur la cybersécurité, parce que c'est un grand fléau dans nos entreprises aujourd'hui. Alors, des outils, Excel, augmenter des copilotes, Kobo Toolbox pour la collecte des données, augmenter de l'intelligence artificielle. L'interprétation reste humaine. On peut utiliser l'IA, mais l'interprétation reste humaine. Dans la rédaction scientifique, qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut nous apporter? La structuration logique de l'article. Effectivement, cette structure ici va avec la structure proposée par la revue où vous voulez publier votre article, l'université pour un mémoire ou pour une thèse. Vous pouvez lui donner le canevas de l'université et lui vous propose maintenant en plat une reformulation académique. Cette manière de faire date déjà de quelques années. On peut reformuler ce qu'on a avec l'intelligence artificielle. Parce qu'en fait, nous parlons français, nous pouvons aussi parler anglais, mais ça c'est parler. Nous pouvons même rédiger. Mais est-ce que c'est une rédaction scientifique? Parce qu'en fait, il y a aussi la rédaction scientifique, qui d'ailleurs était court.
vous faites autant de temps en train d'étudier seulement comment écrire la rédaction scientifique. Nous, pour la plupart, on n'a pas ce cours-là. Que nous rédigeons des choses à notre manière. Vous rédigez un article comme si vous étiez en train de rédiger un roman. Comme si vous étiez en train d'écrire un message à votre ami. Non. Mais quand on a fait ça, on peut demander à ce que l'IA nous assiste à reformuler de manière académique. Voici mon texte qui est formulé à ma manière. L'IA peut vous aider maintenant à reformuler de manière académique. Amélioration linguistique. J'ai déjà produit mon texte. Je soumets à l'intelligence artificielle, il me dit, cette phrase, elle est trop longue. L'intelligence artificielle fait cela avec Grammarly, par exemple. Moi, là, sur mon ordinateur ici, j'ai déjà associé Grammarly à Word. À chaque fois que je mets un texte dans Word, Grammarly déjà me dit, ce texte ici, ça ne va pas. Vous voyez les corrections que Word propose automatiquement. Maintenant, au-delà de ces corrections, moi, j'ai celle de Grammarly. Automatiquement, un outil basé sur l'intelligence artificielle. Ça me permet déjà, en train d'avancer dans ma rédaction, d'être en train de corriger certaines fautes. Il y a deux versions, la version payante et la version gratuite. La version gratuite, déjà, va vous aider à beaucoup de choses. Et effectivement, pour un travail pointu, il faut aller vers la version payante. Les outils, donc, ChatGPT, Grammarly, Language Tool, Writeful, LaTeX plus IA. Attention, l'intelligence artificielle n'est pas l'auteur, c'est vous l'auteur. Il vous a accompagné dans le processus, mais c'est vous l'auteur. Hier, on est revenu sur cet aspect-là. Beaucoup de chartes n'acceptent pas encore l'intelligence artificielle comme auteur. Vous ne pouvez pas publier un article chez Elsevier, vous dites à côté, ChatGPT, auteur. Aujourd'hui, ce n'est pas encore accepté. Peut-être, à l'avenir, ça sera le cas. J'ai quand même déjà lu un article où ChatGPT est co-auteur, mais je pense qu'aujourd'hui, avec un recul, comme je l'ai dit, on a réglementé des choses pour qu'on revienne en fait qu'un auteur, c'est quelqu'un qui doit être responsable. Je dois être tenu responsable de quelque chose que j'ai écrit, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on va dire que je suis auteur, parce que je suis responsable de mon contenu. Et l'IA ne peut pas être tenu responsable de son contenu. Alors ça, c'est la rédaction. Et la rédaction nous prend beaucoup de temps. Mais avec l'intelligence artificielle, nous pouvons y aller un peu plus aisément. Dans le processus de publication, l'intelligence artificielle peut aider à beaucoup de choses. Sélection des revues pertinentes. Quand je veux publier, je sélectionne une revue pertinente. Je suis revenu sur le fait que beaucoup de collègues au Grand Nord sont en train de se faire avoir à publier dans des revues prédatrices, tout simplement. Et comme parfois nous voulons que les choses se passent un peu facilement, on dit bon, on va publier ton article dans 2 jours. Et toi, tu dis, bon, d'ailleurs, ma promotion comme chef de travaux, ma promotion comme professeur demande un article. Si on publie aujourd'hui, alors ça va. Heureusement que les choses commencent à évoluer. J'ai vu, par exemple, le Listem Kinshasa qui a publié une liste de revues acceptées chez eux. Des revues notamment qui doivent être indexées chez Scopus, chez Doage, chez beaucoup de quoi. Donc des bases de données réputées. Ils disent, vous ne publiez pas si votre revue n'est pas indexée au moins chez l'un de ces gens-là. Et on sait que ces grandes bases de données ne peuvent pas indexer une revue qui n'est pas appropriée. L'IA peut nous aider à sélectionner une revue pertinente, à respecter des normes éditoriales. Ici, Dr. Richard reviendra là-dessus avec des outils d'ailleurs anti-plagiat
Parce qu'il y a des revues où la plupart, le maximum, c'est 19,99% de similarité acceptée. La plupart, mais il y en a qui sont d'ailleurs très méticulés où on dit 10%. Mais la plupart, c'est 19,99. Donc, quand vous êtes à 20% de similarité, on rejette votre article. Alors, des outils IA peuvent vous permettre de vérifier. Vous savez quand même, c'est trop embarrassant. Vous voulez, par exemple, défendre votre thèse, vous avez soumis la thèse, on vous la remet pour plagiat ou pour similarité. C'est quand même trop embarrassant. Lui-même n'a même pas pu tester avant de soumettre. Donc il faut que les chercheurs lui-même, déjà en avance, en amont, ils puissent faire cela avec des outils IA, comme Tanitine, qui est d'ailleurs le plus connu dans ce sens-là. Tanitine. Aide aux réponses aux reviewers, les évaluateurs de vos articles, ils vous donnent des remarques, vous intégrez les remarques et vous devez répondre. On va peut-être prendre une réponse, la dernière que j'ai faite aux évaluateurs, je crois il y a une semaine. Effectivement, cette réponse-là, je me suis fait assister par l'IA pour produire cette réponse aux évaluateurs. Et l'article, effectivement, a été accepté. Pas parce que l'IA m'a remplacé, mais parce que l'IA a augmenté mes capacités en tant que chercheur. Alors, des outils, Juno Finder, CREV, ChatGPT, Tanitine et d'autres. Alors, nous sommes en train de donner des outils. Le temps ne va pas nous permettre d'exploiter tous ces outils. Mais pourquoi on les donne? Pour que nous soyons curieux d'aller les exploiter. Mais nous allons quand même exploiter certains des outils. Mais on ne peut pas tout exploiter. Parce que ce n'est même pas une liste exhaustive. Il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, j'ai parlé de Ask PDF, qui n'est pas cité ici nulle part dans cette présentation. Mais c'est un outil très utilisé d'ailleurs. Donc, dans le processus de publication et sélection d'articles, l'intelligence artificielle peut intervenir. Alors, donc, du début jusqu'à la fin du processus de recherche, nous avons désormais un ami qui n'est pas co-auteur quand même, qui nous augmente, c'est l'intelligence artificielle. Cela va nous permettre d'être plus productifs, d'être plus efficaces et de produire des contenus de grande qualité. Mais notre responsabilité est très importante. Alors, l'intelligence artificielle et la performance académique, la productivité en tant que chercheur, nous gagnons du temps. Plutôt que de circuler en train de demander quelle est la méthodologie appropriée pour cette recherche, quels sont les outils, quels sont les indicateurs que je peux utiliser pour ces variables ici, l'IA peut nous aider. Puisque ça nous prend beaucoup de temps. Quand vous rédigez, vous devez... Effectivement, aujourd'hui, on doit passer là. L'intelligence artificielle ne remplace pas notre collaboration avec d'autres chercheurs. Mais quand vous venez collaborer avec eux, vous avez déjà quelque chose. L'IA vous a proposé une méthodologie, vous allez maintenant vers un autre chercheur. Voici, est-ce que cela convient pour notre recherche ici? Gain de temps, meilleure organisation. Vous savez que l'IA peut vous produire un plat de collecte de données. Nous allons partir de telle étape à telle autre. Il vous donne. Vous êtes organisé. Donnez-moi un chronogramme des tâches, on vous donne. Et cela vous permet d'être plus organisé. Et des outils IA comme Zotero, ils vont vous permettre d'organiser votre bibliographie quelque part dans une base de données.
De sorte que même si je change mon ordinateur, je perds mon ordinateur, ou il pleut, je n'ai plus accès à mon ordinateur, je peux alors encore me reconnecter à ma base de données et j'ai toute ma bibliographie. Je vais produire une autre recherche, mais qui va utiliser certains des ouvrages que j'ai déjà utilisés. Je viens, j'y accède facilement. Je suis alors un chercheur organisé, parce que je garde mes outils quelque part. La clarté scientifique. On ne va plus produire de contenus qui sont ambigus, clairs. Vous savez, quand vous rédigez et que vous soumettez par exemple un article dans une revue hautement indexée, on vous dit par exemple, vos phrases sont très longues. Et c'est ça la seule remarque qu'on vous donne. Vous dites maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour que ces phrases ne soient pas longues? Parce que vous pensez que vous y avez mis votre énergie, le maximum d'énergie. Parce qu'effectivement, la rédaction scientifique, peut-être on n'a pas étudié. Phrase trop longue. Voilà la remarque du reviewer. Il ne vous donne pas beaucoup d'histoire. Ce n'est pas comme on va commencer à souligner, comme nous faisons dans les travaux des étudiants. On donne une petite phrase. Certains paragraphes ne conviennent pas. Lesquels? Mais l'IA peut te permettre une clarté scientifique, une cohérence méthodologique. Je ne vais pas aller faire une corrélation de Pearson avec des variables qualitatives. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Je ne vais pas utiliser le qui fameux, qui carré partout. Cohérence méthodologique. Accessibilité. Réduction des barrières linguistiques. La plupart des fois, quand on est en train de diriger des travaux, j'aime toujours donner à mes étudiants des articles, mais c'est en anglais. Ils me viennent, ils me disent, monsieur, vous m'avez envoyé des articles, merci d'abord, mais je ne sais pas, ça ne va pas m'aider, parce que c'est en anglais. J'ai dit, non, viens, introduisons les textes dans un outil IA. La seconde d'après, on a les textes en français. J'ai dit, utilise les textes en français. Il n'y a plus presque de barrières linguistiques. Aujourd'hui, un chercheur ne peut pas dire qu'il a des problèmes linguistiques. Peut-être c'est seulement lors des présentations. Mais quand c'est dans la rédaction, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de barrières linguistiques. Il n'y en a plus. Soutien aux chercheurs à faibles ressources. Et ça, c'est nous. Nous sommes des chercheurs à faibles ressources. Ailleurs, les universités sont abonnées à des grandes bases de données. Nous, la plupart d'articles que nous trouvons, c'est payant en ligne. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous ne sommes pas abonnés à des grandes bases de données. L'IA peut nous permettre d'identifier des articles gratuits, des ressources qui sont gratuites en ligne. Et c'est là, dans notre contexte à faible ressources, où nous n'avons presque pas de bibliothèques, nous ne sommes pas aussi abonnés à des bases de données. Des initiatives comme la Bibliothèque numérique nationale n'ont plus évolué depuis un moment. Je me rappelle d'ailleurs, c'est dans cette salle qu'on nous formait sur l'utilisation de la bibliothèque numérique. Mais après, un projet louable, mais bon, on ne sait pas où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Parce que ça pouvait nous aider, nous les chercheurs en faibles ressources. Heureusement que l'IA vient nous épauler. Les bonnes pratiques, et là on y reviendra demain, vérifiez systématiquement ce que vous trouvez. On a dit que l'intelligence artificielle peut halluciner. Il invente des références. Allez vérifier si réellement cet élément existe. Croiser des sources, vérifier. Citer uniquement des travaux originaux. Citer uniquement des travaux originaux. Et on doit respecter l'intégrité académique, la responsabilité du chercheur. Il doit être responsable. Alors, l'intelligence artificielle est un accélérateur de la science, mais la responsabilité reste humaine.
C'est l'humain qui doit rester responsable. Et les bonnes pratiques, l'éthique, nous y reviendrons demain dans le module approprié pour cela. Mais nous retenons quand même que c'est les chercheurs qui doivent rester responsables du contenu qu'il veut soumettre à l'évaluation, qu'il veut soumettre à la publication. L'intelligence artificielle transforme profondément la recherche scientifique. Il y a une transformation profonde. Il y a une transformation profonde. Des choses très complexes, on peut les réaliser facilement aujourd'hui. L'IA nous permet de gagner en productivité, nous devenons plus productifs. D'ailleurs, aujourd'hui, si on finit une année sans produire un article à l'ère de l'intelligence artificielle, il faut s'amender, parce que nous sommes devenus productifs grâce à l'IA. Donc, 2026 que nous commençons, soyons productifs. La qualité de la recherche, l'IA peut nous aider à réaffiner nos textes. L'accessibilité à la recherche. Dans le contexte en faible ressources, l'intelligence artificielle peut intervenir. L'IA est toutefois un outil qui vous assiste uniquement, pas vous remplacer ou décider à votre place. La responsabilité reste celle du chercheur. La rigueur méthodologique, l'esprit critique et l'éthique sont essentiels. L'esprit critique que l'IA n'a pas. L'éthique, les chercheurs, c'est lié aux chercheurs. Et la rigueur méthodologique. Parce que je sais que j'ai produit une recherche, les gens vont se référer à cette recherche-là. Et j'ai produit un contenu où je sais qu'il est faux d'avance. Je le maquille. Et je suis content quand les gens se réfèrent à ça. On vient de citer mon article, je suis content. Mais je sais que c'est un faux. Les chercheurs et donc les garants de l'intégrité académique. Les chercheurs et les garants de l'intégrité. C'est lui qui doit, n'est-ce pas, garantir que sa recherche respecte des principes, des normes éthiques, des normes de rigueur qui sont établies. En somme, nous avons déjà un outil qui nous permet d'être plus efficaces. Nous sommes passés de la recherche classique à la recherche augmentée par l'intelligence artificielle. Mais nous devons rester responsables. Nous devons garder des valeurs d'éthique, des rigueurs. Et ce sont des caractères, des éléments essentiels qui caractérisent un chercheur. On ne peut pas se prévoir chercheur alors qu'on n'est pas rigoureux, alors qu'on n'est pas en train de respecter des normes éthiques. Non. Appelez-vous mercenaire. Dans ces conditions-là. Heureusement que dans cette formation, nous sommes en face des chercheurs, étudiants, chercheurs, enseignants, chercheurs. Continuons à porter la science et la recherche vers d'autres dimensions. Je vous remercie. Alors, mais quand même, s'il y a des questions, on peut prendre peut-être, monsieur le modérateur, on peut prendre quelques questions. Et ma préoccupation est de savoir quelles sont les garanties pour que ce que nous produisons par l'intelligence artificielle ne puisse pas être considéré comme du plagiat. Il y a des outils pour détecter cela. Mais à l'heure actuelle, la plupart d'outils pour détecter l'intelligence artificielle se trompent.
Vous soumettez un texte, il peut vous dire qu'il a été généré par l'intelligence artificielle, alors que non. J'en ai fait l'expérience avec un article que j'ai produit avant l'intelligence artificielle, avant l'émergence des IA génératives. J'ai soumis, on m'a dit 80% IA, similarité avec IA. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ces outils, comment ils vérifient que c'est l'intelligence artificielle ou pas? C'est sur base de la structure même du contenu. Parce qu'en fait, on suppose, on part du principe que ce qui a été généré par l'intelligence artificielle est presque parfait. Donc, quand vous avez rédigé un très beau texte, vous avez respecté des principes de rédaction, le danger c'est qu'on le considère comme généré par l'intelligence artificielle. C'est pourquoi la plupart aujourd'hui n'insistent pas sur cette similarité avec l'intelligence artificielle. Mais on n'insiste plus sur la similarité de manière générale avec d'autres contenus. Est-ce que ces contenus ressemblent aux autres contenus? C'est sur cet élément qu'on insiste le plus souvent. Parce que l'IA vous produit des contenus qui sont presque originaux. Maintenant, qu'est-ce que les chercheurs doivent faire quand même? Est-ce qu'il doit générer? Il prend. Parce qu'il considère que même les outils peuvent ne pas détecter ce que j'ai généré. Il faut toujours la responsabilité humaine. Donc quand je viens de générer, je peux essayer de réajuster des textes, de les réadapter pour qu'ils m'appartiennent à moi. C'est ça la seule garantie qu'on a. Les textes qu'on génère, il faut quand même qu'on essaye d'y apporter notre touche personnelle en tant que chercheur. Puisque les outils de détection IA, en tout cas pour la plupart, ils se trompent. Un contenu généré par IA, on peut vous dire 0% de génération, de similarité avec l'IA. Et un autre qui n'a même pas été généré par l'IA, on dit 100%. Effectivement, ceux qui développent ces outils-là sont en train aussi d'améliorer, de s'améliorer pour que ces outils soient à mesure de détecter. Et il y a aussi d'autres outils qui vous permettent d'humaniser votre texte. Vous générez chez ChatGPT, vous soumettez à cet outil-là, il humanise, et partout où vous allez soumettre, personne ne saura que ça vient de l'IA. Alors, vous voyez, avec toutes ces astuces pour contourner l'insincérité, c'est plus la responsabilité du chercheur. Parce que je génère, je prends un autre outil IA, il m'aide à peaufiner, on va penser que c'est moi, 100%. Si je m'arrête à ce niveau-là, est-ce qu'il y a de l'honnêteté? Il faut quand même que moi, le chercheur, je puisse y apporter une certaine touche personnelle. Et je serai très fier de voir un contenu qui m'appartient. Il y a sur des plateformes, une plateforme en Afrique de l'Ouest qui propose aux gens de rédiger des livres à une semaine. Il dit, amenez votre idée, nous allons vous rédiger cela. Vous pouvez taper sur Internet, Melior Corporation. Melior Corporation. Mais à chaque fois que moi je vois leur contenu, j'ai toujours commenté. Je dis maintenant, si vous écrivez pour moi un livre en une semaine, là, qui a été vous généré par IA, vous-même, là, ce n'est pas vous. Parce que vous ne pouvez pas rédiger un beau livre en une semaine. Vous ne pouvez pas. Je dis maintenant, qui sera l'auteur? Ça sera moi, ça sera vous. Je serai auteur pour avoir payé, tout simplement. Donc, les chercheurs doivent considérer sa place. Et sa place, c'est cette responsabilité-là. Je pense que je dois être fier d'un contenu que je produis. Je produis ces contenus ici. Même si j'ai été assisté par des outils, je produis quand même le contenu. C'est une fierté pour moi, mais également c'est aussi une honnêteté et une sincérité. Il y a une question ici et là-bas, on va commencer par celle-ci, peut-être là-bas aussi, et puis on va répondre. Vous nous avez parlé des étapes de la recherche en IA, mais nulle part vous n'avez cité comment on peut citer aussi cette référence dans ce texte de recherche. Comment on peut citer l'IA? Alors, hier, on est revenu sur cela, et ici, nous avons dit
Pour l'instant, l'IA ne peut pas être considérée comme auteur. C'est ça, on a dit ça. L'IA ne peut pas être considérée comme auteur. Donc, on ne peut pas citer l'IA comme auteur. L'IA m'a généré un contenu, je lui demande des références, n'est-ce pas? Je pars consulter ces références-là, et ce sont ces références-là que je vais citer. Vous comprenez, collègues? Donc, l'IA ne peut pas être citée comme référence. Mais, il nous donne des références, n'est-ce pas? Nous allons vers ces sources-là, nous devons être sûrs que ces sources sont vraies, parce qu'on a dit qu'il peut halluciner, il nous donne des fausses sources. Alors, nous devons aller vérifier et citer ces références-là. Merci, monsieur le professeur, pour la parole accordée. Moi, je vais dans le processus enseignement-apprentissage. Oui. Alors, je peux poser ma question sous deux volets. Un aspect psychopédagogique et au niveau de la recherche. Nous sommes à l'auditoire avec l'étudiant. J'ai maîtrisé l'IA. L'étudiant a maîtrisé aussi l'IA. Nous sommes dans une situation de feedback. Vous voyez, entre l'émetteur et le récepteur, il y a un troisième élément, l'IA. Quel sera le climat pédagogique? Quand je suis en train d'enseigner, bien entendu, dans la préparation, j'ai consulté l'IA. Quand je suis en train d'enseigner, l'étudiant est en train de consulter le téléphone. Tout ce que j'ai dit, il est en train de vérifier. Mais quel sera mon rôle? Il risque de ne pas considérer ce qu'il est en train de faire et de considérer ce qu'il y a. Alors vous voyez que le climat sera perturbé. Donc, on risque d'avoir l'effacement de l'enseignant. Sur le volet scientifique, il en est de même. Je suis le directeur du travail. Je maîtrise l'IA. Lui aussi, il utilise l'IA. Alors, je donne des remarques. Lui, il va consulter ChatGPT, je ne sais pas quoi. On va discuter. Non, moi aussi, j'ai recouru à ce même souci. Où est la place du directeur? Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup pour ces questions très intéressantes. Ces questions rejoignent d'ailleurs une discussion qu'il y avait ce matin dans le groupe des enseignants. Où on dit, mais l'enseignant va disparaître. Moi, d'ailleurs, j'ai mis un commentaire là-bas, j'ai dit, mais est-ce que notre rôle se limite à venir dire des choses? Parce qu'au-delà de cette communication, qu'est-ce que l'enseignant va apporter de plus à l'ère de l'intelligence artificielle? Ce sont ces éléments maintenant sur lesquels on doit insister. Parce que l'enseignant doit, à un moment donné, au début, certains enseignants voulaient cacher ces outils IA aux étudiants pour que les étudiants ne découvrent pas. Parce que quand ils vont découvrir, ils auront des ressources. Mais les étudiants ont découvert, ils utilisent. Et d'ailleurs, comme surprise, ils maîtrisent parfois ces outils mieux que nous. Hein. Un jour, dans un auditoire, des étudiants me disent nous pouvons, des examens là, mathématiques, nous prenons des photos, nous introduisons, ils nous donnent la résolution. Moi, je ne savais pas. Je dis, outil, il me montre l'outil. Intégral. Prends la photo, il donne. Mais est-ce que notre rôle en tant qu'enseignant se limite à venir donner de contenu? Ça, c'était peut-être à l'époque, avant l'intelligence artificielle, ou peut-être même pas avant l'intelligence, bien longtemps, où l'enseignant était considéré comme un maître absolu qui a tout et que l'étudiant n'a rien. Mais nous avons déjà dépassé cela. Nous sommes des guides. Nous venons guider des étudiants. Et c'est nous, en tant que guides, qui devons leur montrer comment utiliser, comment trouver des ressources. Et maintenant, au-delà des aspects théoriques, par exemple, que nous donnons aux étudiants, allons aussi vers des aspects pratiques que l'IA ne va pas directement faire. Je suis en train de... Je préparais un cours, n'est-ce pas? Il faut maintenant qu'un étudiant, là je suis dans les sciences de l'éducation, il faut maintenant que l'étudiant vienne pratiquer un exposé. Là, l'IA ne le fait pas. À santé, s'il faut aller, je ne sais pas, prélever la température, l'IA ne va pas le faire.
Donc cela nous demande aujourd'hui de changer notre approche, de ne pas être très très théoricien, parce que le contenu ils peuvent trouver, mais allons vers amener les étudiants vers des compétences pratiques. En informatique, moi j'ai toujours dit, si un étudiant arrive à me produire un logiciel informatique très bon, et même s'il a utilisé l'IA, il est bon, il est très bon. C'est un étudiant qui est bon, parce que produire un logiciel informatique qui va marcher dans une entreprise, mais cet étudiant a utilisé l'IA, c'est qu'il est bon. Et dans ce sens d'ailleurs, nous avons toujours organisé certains examens où on demande aux étudiants d'utiliser tel outil IA qui va vous générer le code. Il utilise cet outil-là. Mais s'il arrive à produire un logiciel, c'est qu'il est bon. Une expérience l'année dernière, j'étais avec des étudiants dans un cours de conception de logiciels informatiques, de gestion d'entreprise, et j'avais 4-7 étudiants, parmi lesquels un était un adepte 100% de l'IA. Alors on travaillait, notre approche c'était un projet. Donc, le cours, c'était un projet. Du début jusqu'à la fin, on réalise un projet. On voulait produire un système informatique. Celui qui était le plus en retard, c'est celui-là qui était toujours sur IA. Parce qu'il utilisait IA sans comprendre. Il génère de code, mais il ne comprend pas. Ce code ici doit se marier avec celui-ci. Voici comment les choses doivent se passer. Donc, l'enseignant doit poser des bases, des principes. Comment les choses fonctionnent. Et on peut maintenant chercher des ressources ici et là. Parce que l'IA, comme je disais quand on commençait, les débats n'est plus autour. Est-ce qu'il faut adopter? Est-ce qu'il ne faut pas adopter? On doit adopter. Comment intégrer cela? En 1969, le professeur Anglais entre dans la rue pour faire une grève contre la calculette. Cette calculette que nous utilisons. Ils disent, mais si la calculette arrive, nos étudiants vont devenir nuls, ils ne sauront plus travailler. Ils sont entrés dans la rue, de prof anglais, à 69. Mais la calculette aujourd'hui, les débats n'est plus à ce niveau-là. Donc, effectivement, l'intelligence artificielle est là. Nous, les enseignants, nous devons maîtriser son utilisation. Parce que si nous ne maîtrisons pas, les étudiants vont nous embrouiller, effectivement. Mais quand nous maîtrisons, nous savons déjà que les étudiants peuvent trouver des ressources. Nous allons aussi orienter nos enseignements vers là. Générer même des fois des ressources avec des étudiants. Vous prenez un chapitre généraux à sample. Voyons les insuffisances, voyons ce que nous pouvons ajouter. Donc, générer avec ces étudiants. Donc, ça ne... Oui, oui. Quel serait le climat psychologique? Vous voyez, vous avez exposé, oui. À un moment donné, vous allez remarquer qu'il n'a pas suivi votre cours. Le climat est brouillé. Comment vraiment corriger ce climat-là, ce feedback-là? La dimension psychologique peut-être... Merci beaucoup. Oui. Nous devrions également apprendre une certaine dose d'humilité scientifique. Je suis dans une salle de cours, je trouve qu'il y a quelques étudiants qui brillent, qui connaissent, qui font des recherches. Pour moi, c'est même un gain. C'est un gain plutôt que de faire face à un auditoire où tout le monde est presque inactif. Quand l'enseignant parle, c'est comme si c'était une messe à faire, tout le monde dit Amen. Et je pense plutôt que lorsqu'on a affaire à des étudiants de ce genre, il faut au contraire essayer de... Ce qu'il y a à recadrer, il faut les recadrer. Mais si vous trouvez qu'il y a beaucoup de positifs dans ça, je pense que ça devrait apporter un plus à l'enseignant. D'ailleurs, quand un étudiant me fait une leçon, quand j'apprends quelque chose de neuf auprès d'un étudiant, pour moi, c'est un gain. C'est vraiment, c'est un avantage parce que je pense que l'étudiant, ce n'est pas une tête vide. Il a c'est d'ailleurs vous les pédagogues qui nous enseignez ça, que c'est beaucoup mieux d'avoir une tête bien faite que d'avoir une tête pleine. Donc moi je pense qu'il est seulement question d'harmoniser dans la salle de cours, confronter les faits. Après tout, l'enseignant est censé être le modérateur. Voilà un peu ce que moi je pense. Donc je ne vois pas cela un défi comme tel.
Seulement, il faut une certaine dose d'humilité de part et d'autre. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Il est 16 heures. Merci beaucoup. Monsieur le modérateur, je pense qu'on peut